Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. L'axe Dakar-Windhoek se renforce, les secteurs agricoles et touristiques ciblés par les deux pays. Le chef de l'État est en visite en Namibie. Macky Sall est l'invité d'honneur de la journée des héros. Nous en parlerons avec notre invité, Babacar Justin Ndiaye. Les finances publiques se portent bien au Sénégal au premier semestre de l'année 2013. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par le ministère de l'Économie et des Finances. Nous reviendrons donc sur les détails du document. Et puis notre reportage du jour nous conduit chez les fleuristes en cette période d'hivernage, économie d'eau, épanouissement des plantes, mais un hic, la rareté de la clientèle. Voilà, les potentialités touristiques de la Namibie s'offrent au Sénégal pour une coopération plus étroite dans ce secteur. Les deux pays ont décidé de mettre en place un espace d'échange et de partage d'expériences. Dans les mois à venir, la Namibie va mettre à la disposition du Sénégal des espèces animales pour accroître la richesse de la faune de nos parcs nationaux, notamment de Nyokolokoba. Il s'agit également de faire de l'écotourisme un véritable levier de notre croissance économique. Là-dessus, le modèle namibien constitue une véritable réussite et le Sénégal va ouvrir des lignes d'investissement dans ce secteur. Pape Béram Bikindiaï. En terre namibienne, l'image fait partie d'une tradition touristique basée sur l'observation. L'écotourisme en Namibie fait partie des plus grands pourvoyeurs de ressources financières du pays, 2 milliards de dollars par an. L'interaction entre environnement et développement durable reste la clé du succès dans un souci de protection de la nature et d'impact économique. Dans cette réserve-là, il y a 500 personnes qui travaillent là. Donc c'est important. Ça peut générer des ressources, ça peut générer des emplois et aussi ça peut surtout permettre le développement de notre écosystème parce que notre écosystème est lié. Donc quand la nature est protégée, vraiment on peut se développer durablement. Et nous allons tendre vers cela par une collaboration saine entre nos deux pays. Vous savez, la Namibie, c'est un grand pays, 7 fois plus grand que le Sénégal et 7 fois moins peuplé que le Sénégal. Donc vraiment, je pense que nos deux présidents sont en phase pour développer une coopération. Et nous allons travailler, nous, avec notre collègue ministre de l'Environnement, et je vais travailler avec mon collègue aussi, ministre du Tourisme, pour qu'on aille vers le tourisme durable. Ce modèle namibien peut être reproduit au Sénégal, avec une coopération étroite entre les deux pays. La Namibie est même prête à fournir des espèces animales au Sénégal pour élargir son potentiel de faune, surtout au parc de Nyokolokoba. Of course, we used to do that. Oui, nous sommes prêts à concrétiser la coopération entre nos deux pays dans le domaine de l'écotourisme. Il s'agit maintenant d'identifier et de cibler les zones d'intervention. À ce sujet, nous allons d'ailleurs faire une mission sur Dakar pour examiner les changements climatiques et les capacités d'adaptation pour les espèces animales qui viendront éventuellement enrichir la faune sénégalaise. Make sure that they breed at the end of the day. But we are ready to, and we look forward to meeting, especially in that area. Nous avons au Nyokolokoba une réserve qui fait 1 million d'hectares, donc qui fait 1/3 de ce parc, qui est près de l'Europe. Donc 5 heures de vol, 6 heures de vol. Ça permet de développer, mais avec des professionnels, des gens qui savent faire reproduire les animaux, les mettre dans des parfaites conditions d'observation. Vous l'avez vu tout au long de notre parcours, le professionnalisme des Namibiens, et c'est vers cela que nous voulons aller au Sénégal, dans notre parc du Djoudj, le parc du Ferlo qui fait 500 000 hectares, le parc du Nyokolokoba qui fait 1 million d'hectares, mais aussi un développement qui permette le développement local. Il faut impliquer les populations locales pour qu'ils tirent eux aussi un revenu de l'exploitation du parc. Ici, nous sommes dans l'un des plus grands parcs nationaux de la Namibie. Il fait 93 240 km² avec une diversité d'espèces animales. 114 mammifères, 380 espèces d'oiseaux et 110 reptiles. Autour du parc se développent plusieurs activités. C'est toute une vie qui s'y est construite. Un espace convivial qui attire des touristes venus du monde entier. Une réussite, fruit du partenariat public-privé avec une concession sur 25 ans. Le Sénégal s'y inspire et ouvre les offres d'investissement
dans ce secteur. Le développement du tourisme écologique, donc de l'écotourisme, a un potentiel d'avenir très puissant. Ici, il faut réserver 6 mois à l'avance pour avoir une place. Il y a 200 bungalows qui sont extrêmement beaux, extrêmement de très bonne qualité et de très bonne facture. Si nos privés s'investissent là-dedans, je suis sûr qu'ils ne le regretteront pas. La Namibie, c'est 20 parcs nationaux, 79 aires protégées, un écotourisme qui occupe la 3e place dans l'économie nationale. Cette expérience intéresse le Sénégal qui pose ici les jalons d'un nouveau type de partenariat avec échange et partage d'opportunités économiques. La Namibie va accompagner la politique agricole du chef de l'État. Le modèle namibien des fermes agricoles va être expérimenté au Sénégal pour moderniser l'agriculture et accroître la productivité. En 2 ans seulement, la Namibie est passée de pays importateur de blé à pays exportateur, avec une satisfaction totale de la consommation locale. Le secteur génère également beaucoup de richesses et pèse lourd sur la balance de l'économie namibienne. Dans le cadre de la coopération, d'importants volumes d'investissement sont prévus. Zoom sur les potentialités agricoles de la Namibie avec Pape Birham Biguendiaï. Après la forte séquence des signatures d'accords entre États, sans perdre de temps, la Namibie dévoile l'autre facette d'une coopération traduite en actes sur un espace économique désormais ouvert au Sénégal. L'une des bases de l'économie namibienne se trouve ici, en zone rurale, où l'agriculture sert de rampe de lancement. Des fermes agricoles qui appartiennent à l'État font aujourd'hui le bonheur d'une population qui n'a plus besoin de consommer du blé venu d'ailleurs. Mieux, le pays en exporte depuis 2 ans. Depuis 2 ans, 45% des besoins de consommation du pays sont produits localement. Entre maïs, blé et produits maraîchers, les 9 fermes agricoles du pays font chacune 1200 hectares, avec une capacité de production énorme, 8 tonnes à l'hectare pour le blé et 6 tonnes à l'hectare pour les autres spéculations. Cette trouvaille des fermes agricoles est l'un des secrets d'une économie namibienne sans cesse croissante. Et le Sénégal, déjà sur cette lancée, aura le soutien de la Namibie afin que l'agriculture puisse peser lourd sur la balance de l'économie sénégalaise. L'impact économique est énorme. Nous sommes déjà sûrs et certains d'avoir une autosuffisance alimentaire dans les 5 voire 10 prochaines années. La Namibie a su dompter la nature avec la réalisation d'un canal long de 160 km qui prend sa source au sud de l'Angola. Une maîtrise de l'eau pour assurer une parfaite irrigation des surfaces emblavées, avec un système d'arrosage ultra moderne. Le coût global de l'investissement pour chaque ferme agricole de 1200 hectares est estimé à 8 millions de dollars, soit plus de 3,5 milliards de francs CFA. Un investissement qui génère également des emplois, plus de 5000 dans chaque ferme, et plus de la moitié des recettes va directement aux travailleurs. 30% au moins sont destinés aux recettes de l'État, moins de 20% dans le fonctionnement des fermes agricoles et le reste pour les fermiers qui tirent tous leurs revenus en cultivant la terre. Mais le plus important pour nous, c'est de maintenir et d'améliorer cet outil de travail. L'expérience namibienne dans le secteur agricole rejoint la trajectoire de la politique agricole du chef de l'État. Aujourd'hui, grâce au leadership du président de la République, la Namibie est prête à mettre son expertise et ses moyens au service du Sénégal pour la modernisation de son agriculture, secteur prioritaire pour un développement durable. Birham Biguendiaï, le Sénégal fait partie de l'histoire de la Namibie. Ces mots, voire cette phrase forte, est du président namibien. Il magnifiait le rôle historique joué par le Sénégal dans la lutte du peuple namibien pour la libération. Du bureau de la SWAPO aux bourses d'études en passant par les passeports diplomatiques, le Sénégal a été décisif donc dans l'accession de la Namibie à l'indépendance, un acquis historique que les 2 chefs d'État s'emploient aujourd'hui à rendre plus viable au bénéfice des peuples respectifs. Macky Sall sur les traces de ses prédécesseurs entre logique historique et volonté d'aller de l'avant. Commentaire signé Ousmane Garifaye. Entre bilatéral et signature d'accord, les 2 chefs d'État mettent le cap sur l'avenir. Ils ont mené de front la lutte de libération.
Aujourd'hui, l'urgence entre le Sénégal et la Namibie se décline en termes de coopération multiforme avec pour seul objectif gagner le pari du développement économique. Mais entre les deux pays, le passé restera toujours cette base arrière à partir de laquelle se créent les conditions d'une entente cordiale en toutes circonstances. Sénégal-Namibie, deux pays ont passé une histoire presque écrite ensemble. Depuis 72 heures, Macky Sall poursuit une visite déjà qualifiée d'historique au travers du symbole qui l'entoure. Invité d'honneur de la journée du 26 août, commémorant le lancement de la lutte de libération intervenue un certain 26 août 1990. Pour la partie namibienne, rien ne sera de trop pour réchauffer l'axe Dakar-Windhoek en veilleuse depuis Léopold Sédar Senghor. En faisant le déplacement d'Oshakati dans le nord Namibie, Macky Sall reste dans le sillon tracé par le père fondateur du Sénégal indépendant. Sous sa houlette, le pays avait très tôt pris fait et cause pour la Namibie en abritant dès 1973 le bureau de la SWAPO pour l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, pour faciliter aux dirigeants de la SWAPO le déplacement dans un contexte mondial hostile, le Sénégal met à leur disposition des passeports diplomatiques. Le premier président de Namibie, Sam Nujoma, et aujourd'hui son successeur, Hifikepunye Pohamba, en reste d'ailleurs d'illustres bénéficiaires. Pour assurer une bonne formation à l'élite namibienne dans la perspective de l'indépendance, le Sénégal octroie entre autres des bourses d'études aux étudiants. Cette panoplie d'actes de solidarité historique, le chef de l'État comme le peuple namibien l'ont rappelé à Macky Sall à chaque étape de la visite. Un retour d'ascenseur qui sonne comme la reconnaissance d'une dette dont le poids est trop pesant pour être rangé dans les oubliettes de l'histoire. D'Oshakati à Windhoek, du nord au centre, Macky Sall le sait, en plus des accords signés, chaque pas posé en terre namibienne a valeur de symbole. Ousmane Garifay, pour parler justement des relations entre le Sénégal et la Namibie, nous avons invité sur ce plateau le politologue Babacar Justin Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir madame. Voilà donc le président Macky Sall, vous le savez, est l'invité d'honneur de la fête des héros marquant la lutte pour l'indépendance de la Namibie. Cela s'explique d'autant plus que le Sénégal a beaucoup contribué à l'accession de ce pays donc à l'indépendance. Quel est votre commentaire? En fait, le président Macky Sall a le grand bonheur de récolter les semailles diplomatiques de ses lointains et proches prédécesseurs. Vous savez, c'est le président Senghor qui a été aux avant-postes en Namibie. C'est lui qui a fait venir la SWAPO ici à Dakar, l'a installé dans un bureau très fonctionnel sur la rue Albert Sarraut, non loin de l'hôtel Croix du Sud. Et toutes les commodités, toutes les facilités ont été accordées aux représentants de la SWAPO à Dakar. D'ailleurs, au même titre que les représentants de l'ANC à l'époque. Alors donc, c'était une période fertile en initiatives diplomatiques sénégalaises. Et à l'époque, le président Senghor avait fait montre d'un grand courage parce qu'on était à l'apogée de l'apartheid, on était au paroxysme de la guerre froide et le Sénégal était catalogué à tort ou à raison comme un État pro-occidental. Ce qui veut dire que Senghor, quand même, quelque part, il a renversé la vapeur et il a été aux avant-postes du combat pour la libération de la Namibie. Et aujourd'hui, le président Macky Sall est en train de récolter, je le répète, les semailles diplomatiques magnifiques du président Senghor dans les années 70. Qu'est-ce qu'il va récolter justement? Bon, il va récolter d'abord une certaine coopération que votre commentateur vient de décliner. Et puis aussi, c'est une opportunité excellente pour une montée en puissance de la diplomatie sénégalaise. Le président Macky Sall est au pouvoir depuis 1 an et demi et je crois que cette journée des héros qui félicite le Sénégal, qui magnifie le Sénégal, qui complimente le Sénégal, est une journée qui lui offre une excellente opportunité pour embrayer effectivement sur des relations fécondes avec la Namibie. Et puis aussi, ce sera l'occasion aussi d'une nouvelle présence diplomatique du Sénégal en Afrique australe. Je vous rappelle aussi qu'un des prédécesseurs de Macky Sall, en l'occurrence le président Abdou Diouf, avait visité à l'époque la ligne du front. À l'époque, la Namibie n'était pas indépendante, l'Angola était en guerre, l'apartheid était en vigueur, le Mozambique n'était pas libre et le président Abdou Diouf, qui était à l'époque président en exercice de l'OUA, l'UA n'avait pas encore vu le jour, avait fait une tournée mémorable dans cette partie du monde. Alors, il faut dire aussi que pour la vérité historique, nous devons signaler aussi que le président Wade, qui n'était pas au pouvoir, mais qui était un militant et qui a toujours été un militant africaniste et panafricaniste, il a eu les meilleures relations avec les dirigeants des mouvements de libération de cette époque-là. Babacar Justin Ndiaye, on sait que le Sénégal a beaucoup soutenu la Namibie, mais également l'Afrique du Sud dans la lutte contre l'apartheid et même la Palestine. Peut-on dire qu'aujourd'hui, peut-on dire que le Sénégal prend fait et cause pour les peuples opprimés?
Oui, le Sénégal n'a jamais été en reste sur ce terrain-là. Le Sénégal a été très courageux diplomatiquement. Je vous disais tout à l'heure que cette période a été très fertile en initiatives diplomatiques. Donc il y a eu ce soutien indéfectible à l'endroit de la SWAPO. Il y a eu également le soutien à l'endroit de l'ANC. Mais un peu même plus loin, il a épousé la cause palestinienne avec une ardeur remarquable. Alors pendant longtemps aux Nations Unies, c'est le Sénégal qui pilotait le dossier palestinien. Les ambassadeurs Falilou Kane et autres en savent quelque chose. Et même plus loin en Asie, la lutte de libération du peuple cambodgien au temps de Lon Nol et de la domination américaine a été soutenue par le Sénégal, qui avait invité ici le prince Sihanouk. Et même au Vietnam, où les Américains étaient en guerre, le Sénégal avait, sur le plan diplomatique, impressionné le monde entier en soutenant le Viet Cong, dont la représentante emblématique était Madame Nguyen Thi Binh à l'époque, qui avait fait un séjour aussi remarquable au Sénégal. C'est donc dire que sur ce plan, le Sénégal mérite vraiment de remarquables et de magnifiques compliments. Voilà, donc vous avez parlé des retombées diplomatiques. Qu'en est-il du secteur économique? On sait déjà que le Sénégal va nouer un partenariat sur le plan agricole et sur le plan du tourisme. Oui, la Namibie, c'est le royaume des contrastes. Le pays est sous-habité, donc démographiquement petit, mais physiquement très grand, avec un désert et aussi une façade maritime et très poissonneuse et un grand port Windhoek. Alors c'est donc dire que les opportunités ne manquent pas. Et je crois qu'on peut développer une coopération assez croisée. Autant ils peuvent nous aider dans le domaine du tourisme, autant aussi la Namibie qui a eu une histoire assez perturbée par la domination allemande, la domination anglaise, ensuite, comment on appelle ça encore, la domination sud-africaine, la tutelle des Nations Unies à travers la SDN, etc. Bref, des péripéties historiques qui l'ont un tout petit peu retardé sur le plan de la formation des ressources humaines. Et je crois que dans le domaine des ressources humaines, on pourrait pourquoi pas envisager une émergence d'une certaine assistance technique sénégalaise vers la Namibie. D'autant plus que les cadres sénégalais, la plupart des cadres sénégalais sont bilingues. Ils parlent à la fois français et anglais. Donc il suffit de creuser un tout petit peu pour trouver des créneaux dans lesquels la diplomatie sénégalaise peut en locomotive s'engager et remorquer derrière elle nombreux secteurs du Sénégal dans le domaine de l'économie. Voilà, donc on note beaucoup de succès en Namibie. On peut citer le secteur de l'éducation. 80% donc de la population est alphabétisée avec 90% des enfants. Dans le secteur de l'eau également, l'eau est accessible à 80%. Comment expliquez-vous ce succès-là? Oui, justement. Alors là, l'explication a une dimension historique indiscutable. Vous savez, la domination sud-africaine, l'annexion sud-africaine était odieuse du point de vue diplomatique et politique. Mais quelque part, ça a impacté aussi positivement, dans la mesure où l'Afrique du Sud, en dépit du caractère raciste de son régime, jusqu'à l'arrivée de Nelson Mandela au pouvoir, alors l'Afrique du Sud était et a toujours été aussi une puissance économique remarquable. Alors, à telle enseigne que même les pays, un pays comme la Namibie qu'elle avait annexé, même les populations noires qui étaient sous le joug raciste, quelque part sur le plan économique, ont bénéficié d'un impact en rapport avec le niveau de développement de ce pays qui était raciste, mais assez développé quand même, je le répète. Donc je crois que quelque part, par ricochet, de façon plus ou moins sinistre, certes du point de vue politique, mais du point de vue économique et industriel, et du point de vue technique et technologique, la Namibie n'a pas été perdante totalement, passez-moi l'expression, dans la domination sud-africaine. Voilà, Macky Sall, invité d'honneur de la fête des héros. Est-ce un retour d'ascenseur pour notre pays? Oui, et puis un retour d'ascenseur particulièrement bien mérité. J'ai dit tout à l'heure au début de mon intervention que ce sont les semailles diplomatiques de ses lointains et proches prédécesseurs que Macky Sall est en train de récolter. Donc, quelque part, c'est une chance et un bonheur pour lui. Et encore, je le répète, c'est l'opportunité la meilleure pour une montée en puissance de la diplomatie sénégalaise, étant donné que le président est arrivé depuis 1 an et demi. Donc, je crois que là, vraiment, il a une sorte de rampe de lancement pour placer sur orbite la diplomatie sénégalaise. Peut-on dire que la diplomatie sénégalaise a de beaux jours devant elle? Oui, à travers cette opportunité et à travers, à la limite, le dynamisme qui caractérise les diplomates sénégalais qui appartiennent à une caste de conseillers particulièrement valeureux. Et quand on connaît les caractéristiques imprimées à la continuité de l'État au Sénégal, alors on a de quoi être optimiste.
Voilà, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, je rappelle que nous recevions sur ce plateau Babacar Justin Ndiaye, politologue. Il était venu nous parler des relations entre le Sénégal et la Namibie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Parlons économie, bonne tenue des indicateurs conjoncturels au premier semestre 2013. C'est ce que révèle donc une enquête réalisée par le ministère de l'Économie et des Finances. Les indicateurs étudiés vont des prix à la consommation aux échanges extérieurs en passant par les finances publiques. Résumé du rapport avec Aram Dao. L'activité économique s'est redressée au second trimestre 2013. Premier argument, l'indice général d'activité, l'IGA, a enregistré une croissance de 2,1% par rapport au premier trimestre, avec un glissement annuel de 5,2%. Une évolution qui se justifie par le dynamisme du secteur tertiaire. Et c'est en moyenne une progression de 3,6% qui est notée sur l'activité économique au premier semestre 2013. Autre indicateur, les prix à la consommation qui enregistrent un repli de 0,8%. La moyenne au premier semestre fait ici ressortir une inflation de l'ordre de 0,5%. Au chapitre des échanges extérieurs, c'est toujours le redressement au second trimestre. Un accroissement de 3,3% est noté au niveau des exportations, contre 10,1% pour les importations. Déficit public sous contrôle, nous sommes au titre des finances publiques. Les recouvrements de recettes budgétaires se sont établis à 727,5 milliards contre 734 à la même période de l'année précédente. Une progression de 21 milliards a été toutefois notée sur le recouvrement des recettes budgétaires en fin juin 2013. Au plan social, l'enquête montre que 91% des ménages dakarois ont accès à l'eau et à l'électricité. De l'ensemble de ces ménages, 27% n'ont pas encore accès aux services d'assainissement. Au titre de la sécurité alimentaire, l'enquête révèle que 69% des ménages parviennent à assurer 3 repas par jour. Ceux qui s'en tiennent à 2 repas sont de l'ordre de 29%. Toute chose qui conclut, selon le ministère de l'Économie et des Finances, une bonne tenue des indicateurs conjoncturels au premier semestre de cette année. Document du ministère des Finances épluché par Aram Dao. Des informations parues dans la presse font état de logements sociaux qui se seraient effondrés du fait de la pluie. Le coordonnateur du projet minimise les dégâts et explique ce qui s'est réellement passé. Le commandant Amadou Kanar Diop est au micro de Awandiaï. La construction des logements sociaux se passe à plusieurs étapes. Le plus important, c'est que nous avons requéri des bureaux de contrôle qui étudient les constructions tant au niveau des fouilles, des fondations, des élévations, du plancher haut et de la finition. C'est ces bureaux de contrôle qui déterminent que à un niveau d'avancement c'est bien fait pour qu'on puisse décompter. Et à la réception, il faut qu'il y ait leur mot, leur aval, leur signature, leur validation pour qu'on puisse récupérer ces logements. Qu'est-ce qui s'est passé? Lundi passé, l'après-midi, on a senti des fondations, 2 fondations qui se sont légèrement affaissées. Quand on a saisi le bureau de contrôle qui est passé le mardi matin, il a demandé de les détruire, de les démolir. Mais on a vu qu'il y a une autre fondation qui était juxtaposée aux 2 premières. Donc on a préféré enlever les 3 fondations. Ça, c'est les 3 fondations. Les 2 premières avaient des élévations de briques de 2 rangées. La 3e était à 4 rangées d'élévation de briques. On les a détruits le mercredi matin. Donc le mardi, le bureau de contrôle est passé. Le mercredi matin, on a fait démolir les fondations et on les a recommencé, le travail continue. C'est en voulant rendre des maisons sûres que nous démolissons toute anomalie que nous trouverons en cours de chantier. Ce journaliste m'a appelé hier, je lui ai donné la même explication. Avant lui, 2 autres médiums m'ont saisi durant la semaine. Je leur ai fait la même observation. Ils sont partis sur le terrain, ils ont vu que ce n'était pas nécessaire d'en parler, effectivement c'était des fondations. Ce journaliste, je lui ai demandé hier d'aller sur le chantier parce qu'il m'a dit que les maisons
réceptionnés par le président Macky Sall se sont effondrés. Je lui dis, envoyez un journaliste avec un photographe, prenez les maisons effondrées et mettez-les sur les chantiers parce que ça n'existe pas. L'administration territoriale amorce un tournant décisif dans son organisation. Elle repose désormais sur la territorialisation des politiques publiques et pour relever les défis présents et futurs, l'administration territoriale doit s'adapter par une formation continue. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a présidé à Saly Portudal 2 rencontres dans ce sens, une avec les gouverneurs de région et une autre avec les sous-préfets de Dakar, Thiès et Diourbel, Aboubakry Kane. L'administration territoriale est le lieu d'exécution et de suivi des politiques de développement à la base. Les chefs de circonscription administrative jouent ainsi un rôle déterminant dans la mise en œuvre des politiques publiques. Mais dans l'exercice de leur mission, des contraintes ne manquent pas. Il s'agit donc, à travers cette rencontre, de partager les informations et de formuler des recommandations. Notre réunion de ce matin inaugure une nouvelle démarche consistant à réunir les chefs de circonscription administrative pour évoquer des questions d'actualité qui interpellent le ministère et portant sur les orientations de la politique de développement de notre pays afin d'indiquer la conduite que doivent tenir les chefs de circonscription administrative pour assurer le succès des entreprises de l'État. Les gouverneurs, délégués du président de la République et représentants du gouvernement vont aussi se pencher sur la préparation de la Tabaski, l'acte 3 de la décentralisation et la gestion des inondations. Auparavant, le ministre de l'Intérieur a ouvert une session de formation des sous-préfets de Dakar, Thiès et Diourbel. Un renforcement de capacité dans des domaines qui interpellent tous les jours les sous-préfets. Ces thèmes concernent la déontologie du commandement territorial, la gestion de l'ordre public et les rapports avec les forces de sécurité, la gestion des terres du domaine national, le contrôle de l'égalité. Pour la modernisation de l'action territoriale, le général Seck a annoncé la construction de 6 gouvernances, 35 préfectures et 45 sous-préfectures. L'administration territoriale va également acquérir du matériel et du mobilier de bureau. 50% des recettes tirées des visas biométriques vont aussi participer à l'amélioration des conditions de travail du commandement territorial. À Kolda, le programme d'urgence de reconstruction du capital semencier est en marche. Plus de 45 000 tonnes de semences d'arachides certifiées sont attendues. Le ministre de l'Agriculture, en tournée dans la région, a rencontré les producteurs. Abdoulaye Baldé a déclaré que le Sénégal a un important projet de mécanisation de l'agriculture. Bachirba. Médina Yoro Fula, département de la région de Kolda, l'agriculture se pratique encore avec des moyens d'une autre époque. Le grenier du Fouladou est pourtant un maillon essentiel dans la reconstruction du capital semencier. On a 2460 hectares emblavés sur le programme de la multiplication d'arachides et 85 hectares de maïs emblavés dans le département de Médina Yoro Fula. Ça nous rassure, donc notre programme de reconstruction du capital semencier, notre programme d'urgence, on espère que vraiment nous allons atteindre les objectifs de 35 000 à 40 000 tonnes, voire même jusqu'à 45 000 tonnes de semences d'arachides certifiées. L'optimisme est aussi de mise chez les producteurs de coton. La campagne se déroule bien à Ngoudourou. Nos parcelles sont propres actuellement et le parasite est calme. Les gens sont en train de traiter. Je pense qu'à l'arrivée, on pourra faire la tonne 200. À Sourouye, les exploitants sont fiers de leur périmètre maraîcher. L'état vétuste de la pompe n'a pas empêché une bonne récolte. Seulement le kilo de piment est vendu à 1000 francs CFA alors qu'il peut coûter 6000 francs ailleurs. Ici, comme à Guiré-Yero-Bokar, dans le département de Kolda, on demande le renouvellement du matériel agricole. Toutes les localités visitées, c'est la même rengaine. Le problème, c'est les équipements. Il y a un problème donc de matériel agricole, aussi bien pour le matériel tracté que pour la motorisation.
Donc je veux rassurer les populations pour dire que nous avons un important programme d'équipement du monde rural. Partout la verdure, chez tous l'espoir. En amont, le PAPIL encadre les producteurs pour une autonomie en semences. En dehors des champs, il pratique la pisciculture. L'écloserie a une capacité d'1 million d'alevins. C'est un ouvrage important qui a une capacité de stockage de 1 million de mètres cubes d'eau. Nous faisons effectivement de la production agricole et horticole, mais aussi de la pisciculture et de l'élevage. Pour la délégation ministérielle, la tournée a été riche en enseignements. Dans le domaine de l'agriculture, comme dans d'autres, tels que l'accès à cette partie du Sénégal, une zone où, selon les habitants, aucun ministre de l'Agriculture ne s'est rendu depuis l'indépendance. Un lot de tracteurs d'une valeur de 700 millions de francs CFA, c'est un don de la BOAD à la filière tomate de la vallée du fleuve. Le comité tomate a procédé à la réception du matériel. Les membres ont vivement salué cette action. Pape Bounatiao. C'est une action grandeur nature pour le comité des producteurs de la filière tomate de la vallée du fleuve. 14 tracteurs, des charrues et autres matériels agricoles acquis grâce à un financement de plus de 700 millions de francs CFA de la BOAD. Un pas important dans la mécanisation de la filière tomate. L'une des contraintes majeures de l'agriculture sénégalaise a été réglée en grande partie. Parce qu'il faudrait reconnaître que depuis plusieurs années, le comité tomate subit énormément de retard en ce qui concerne les façons culturelles. Ça fait également plus de 20 ans que des labours ne sont plus faits dans les terres de la vallée. Ça nous a permis aujourd'hui quand même de régler un problème crucial pour la filière tomate, ce qui nous permettra quand même à l'avenir de pouvoir avoir des rendements, de pouvoir retourner en terre avec les labours. Ce matériel va permettre aux producteurs d'accroître sensiblement leur rendement, mais encore faudrait-il qu'il soit bien entretenu. C'est du matériel assez puissant, plus de 130 chevaux, déjà c'est quelque chose. Au minimum, il nous faudrait dans la vallée, dans toute la vallée, avoir des engins d'une puissance qui varie entre 90, en tout cas qui soit au moins de 90 chevaux. Maintenant, au-delà, c'est bien, mais il ne faut pas aussi aller à des puissances supérieures pour que l'engin ne soit pas rentabilisé le plus vite possible. Donc 130 chevaux, je crois que c'est exactement la puissance de ces engins, s'adapte très bien au type de sol et aux exigences véritablement de la vallée. Les membres du comité tomate ont dit toute leur gratitude à l'endroit de la BOAD et promettent de veiller à l'entretien du matériel. Nous en venons à notre reportage du jour. Nous parlons aujourd'hui de l'hivernage et de la vente des fleurs. En cette période, les fleuristes ne se plaignent pas de leur facture d'eau et le moment est propice pour l'épanouissement des plantes. Mais il y a un mais, le client se fait rare. Damsila. L'hivernage avec ses multiples dégâts, mais aussi avec son lot de providence. Il fait l'affaire de toutes les espèces animales comme végétales, mais avec parfois quelques conséquences néfastes. Pour ceux qui s'activent dans la vente de fleurs et de plantes ornementales, la saison des pluies est la période la plus favorable. La pluie, ça change d'ailleurs le feuillage des fleurs et puis ça rend les plantes beaucoup plus agréables, beaucoup plus jolies. En période d'hivernage, les fleuristes fournissent moins d'efforts, surtout après la tombée des pluies, situation qui leur permet de rester 2 jours sans arroser leurs plantes. Cependant, l'excès leur cause parfois des difficultés et la clientèle se fait rare. Et si la saison des pluies vient, bon, la vente des plantes se diminue parce que toutes les plantes poussent. C'est pour cela que les gens n'achètent plus les plantes à ce moment-là. La difficulté dont on rencontre pendant la pluie, il y a des jardins qui inondent. Parmi, il y a des endroits comme nos endroits là. Pendant l'hivernage, les besoins hydriques des plantes sont en grande partie assurés par les pluies et il y a une singulière différence entre les plantes arrosées et celles qui tirent leur humidité de l'eau de pluie. L'eau provenant du ciel est différente de l'eau que nous utilisons. Il y a des acides ou des produits qui sont assez différents de cette eau-là. Il y a des eaux qui sont salées, comme dans la région de Fatick, les robinets sont très salés et il y a des plantes qui ne supportent pas ça. Il y a des plantes qui ne supportent pas les eaux salées. Et des autres qui le supportent. Mais par contre, pour l'eau de pluie, c'est l'idéal. Les mois d'août et de septembre sont les plus pluvieux dans les pays comme le Sénégal. Situation à la fois favorable et défavorable pour les fleuristes,
Globalement, ils devront s'adapter aux conditions de l'hivernage pour continuer leur activité avec une facture d'eau moins salée. Le 7e colloque du collectif international des musulmans de l'espace francophone s'est tenu ce week-end à l'UCAD. 72 heures d'échange et de dialogue sur l'islam et les défis du monde contemporain pour la paix et le respect de la dignité humaine. L'événement a mobilisé 150 participants, dont 70 venus des 4 coins du monde. Fatou Diouf. L'éthique, la gouvernance et la paix, quelle contribution de la pensée islamique sur le thème du SUMEF 2013, un débat qui s'impose vu le contexte géopolitique mouvementé qui prévaut dans certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Les musulmans de l'espace francophone veulent s'inspirer des enseignements de l'islam pour la résolution des crises qui secouent la communauté musulmane du monde. Ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Égypte ne peut pas être indifférent à des musulmans. Nous sommes préoccupés de voir nos frères recevoir des bombes. Il s'agira de réaffirmer la position de juste milieu, al-wasatiyya, tirée des enseignements de l'islam, basée sur une bonne intelligence des textes et une bonne connaissance des contextes nationaux et internationaux. Une paix durable basée sur le respect de la diversité des opinions, une gouvernance vertueuse dans la gestion des affaires publiques, des défis énormes qui méritent des prises de position fermes de la Oumma islamique. Sans langue de bois, les panélistes ont dénoncé les tensions qui occasionnent des milliers de morts dans les pays musulmans. Ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est une formidable pression interne et externe pour nous pousser à la division, à la déstabilisation et au conflit interne. Aujourd'hui, dire que nous refusons ces conflits, que nous refusons les débats internes, que nous refusons la scission sunnite-chiite, et à l'intérieur des sunnites, ceux qui seraient soufis, ceux qui seraient traditionalistes, ceux qui seraient conservateurs, dire aujourd'hui que nous avons besoin de dialogue interne, c'est la plus grande résistance à ce que nous sommes en train de faire de nous-mêmes et dont nous sommes les premiers responsables. La gouvernance vertueuse dure l'éternité de la vérité, alors que la gouvernance injuste ne dure qu'un moment. Et c'est justement ce moment-là qui risque d'être long parce que c'est fondé sur l'injustice, sur la tyrannie. Et le temps de l'injustice et de la tyrannie, aussi petit soit-il, est un temps long. On ne peut pas aujourd'hui, dans un monde de rareté des ressources, comme l'a évoqué tout à l'heure le doyen Falilou Kane, continuer à accepter l'inacceptable, c'est-à-dire que les ressources, les biens publics soient accaparés par certains individus qui ne veulent pas rendre compte. Le collectif international des musulmans de l'espace francophone œuvre pour le respect de la dignité humaine, de l'environnement et lutte contre la marchandisation du monde. Ce colloque, ce thème du genre, est aussi l'occasion d'envoyer un message de compassion à tous les frères musulmans qui subissent les affres de la guerre. Sur l'international, l'Afrique en bref nous mène en Égypte et à la frontière RDC-Rwanda. Pour commencer, rendons-nous au bord du Nil. Là-bas, comme vous allez le voir, la situation sociale tendue de ces derniers jours commence déjà à peser lourdement sur l'économie du pays. Et le tourisme très dynamique en Égypte est aujourd'hui au bord de la faillite à cause de l'absence des visiteurs. Le souk de Sharm el-Sheikh est étrangement calme. Rares sont les touristes qui s'aventurent encore dans ces échoppes autrefois bondées. D'ici 4 ou 5 jours, je vais devoir mettre la clé sous la porte. Pas de touristes, ça veut dire pas de chiffre d'affaires. Au bord de la mer Rouge, les hôtels sont quasiment vides. En effet, après les violences de ces dernières semaines, les tours opérateurs ont rayé l'Égypte de la liste de leurs destinations. Et les chancelleries occidentales ont mis en garde leurs ressortissants. Un nouveau coup dur pour un secteur touristique qui se remettait à peine de la révolution de 2011. On ne pourra pas tenir plus d'un mois comme ça. Si ça continue, il va falloir réduire notre effectif. C'est grave. C'est très grave. Et c'est tout le pays qui souffre de cette crise. Eux sont venus malgré tout, sous le soleil et pas vraiment inquiets. La télé ne marche pas dans notre chambre, on n'a aucune idée de ce qui se passe. J'ai essayé d'acheter un journal et de regarder sur Internet.
Avec le tourisme, c'est toute l'économie égyptienne qui est touchée. À lui seul, le secteur représente 11% du PIB. La paisible campagne rwandaise a perdu de sa quiétude. Vendredi, en début d'après-midi, le district de Rubavu, frontalier avec la République démocratique du Congo, a été la cible de tirs de roquettes. Vers 13 h, j'étais en train de nourrir les vaches lorsque soudain, une bombe en provenance du Congo est tombée juste à côté de moi. Pas de blessés parmi les habitants, ni du côté du troupeau. Mais l'inquiétude s'accroît alors que le conflit a repris entre l'armée congolaise et la rébellion du M23. Pour Kigali, la cause est entendue, la RDC est responsable des tirs. Nous demandons à la RDC d'arrêter ces actes insensés de provocation et de se consacrer à l'initiative de paix qui réunit les pays de la région et la section paix et sécurité des Nations Unies. À Kinshasa, l'ennemi est là aussi tout désigné. Le Rwanda et son président Paul Kagame sont accusés d'instrumentaliser la rébellion du M23. Toute la presse dénonce les bombardements de la semaine dernière qui ont fait 3 morts et une dizaine de blessés. 11 obus sont tombés en 2 temps dans différents quartiers de la ville de Goma. Une chose semble certaine, selon les premières indications fournies par nos experts. Le plus grand nombre de tirs à la roquette provenaient du territoire de la République du Rwanda. Les civils ayant été ciblés par cette attaque, le gouvernement congolais dénonce un crime de guerre et interpelle les Nations Unies. Mais dès ce week-end, la population de Goma, excédée, s'en est prise au casque bleu, chargé de les protéger contre le M23. 2 manifestants ont été tués lors de ces affrontements. Et nous parlons des Sénégalais de la diaspora. Maître Coly, avocat sénégalais établi au Brésil et le doyen de la communauté sénégalaise de Brasilia. Ce soir, nous vous proposons de faire connaissance avec celui que l'on surnomme l'avocat des Africains. Bellissi et Thierno Ahmadoussi sont allés à sa rencontre. Ici, il est connu et respecté. Maître Coly, David pour les intimes, est un pur produit de l'université brésilienne. À Brasilia, depuis 1982, il a su apprendre le droit et devenir aujourd'hui avocat de renom. Moi, je me sens très bien ici. Vraiment, il faut le dire, je peux dire que j'ai été bien accueilli. Et aujourd'hui, je me suis complètement intégré dans la société brésilienne. Évidemment, de temps en temps, ça ne veut pas dire qu'on a oublié son pays d'origine. D'ailleurs, je descends fréquemment à Dakar et je vais même jusqu'à Casamance. Toute ma famille connaît le Sénégal et la Casamance jusqu'au village même, surtout où je suis né. Surnommé l'avocat des Africains, David reste attaché à ses origines. Pour lui, même loin du continent, on peut participer à son émancipation. Les lois ne sont pas les mêmes. Hein. On a beaucoup de contentieux au niveau de la justice du travail. Donc on essaie, moi j'essaie de leur expliquer comment ça se passe pour ne pas qu'ils tombent toujours dans les erreurs. Pour Maître Coly, sa réussite, il la doit surtout à cette dame. Depuis son arrivée au Brésil, celle qui deviendra Madame Coly et mère de ses 2 enfants, ne l'a jamais lâché. C'est une femme qui me rappelle les femmes de chez nous. Tu vois. Et pratiquement, les diplomates qui sont passés m'ont toujours dit, écoute David, tu as la chance de rencontrer une femme comme celle-là. Et j'ajoute les enfants qu'elle m'a donnés. Vraiment, moi, je ne peux que remercier Dieu. C'est pas facile, c'est pas évident de rencontrer quelqu'un avec qui vous vous entendez. 2 cultures différentes. Hein. Je suis à l'extérieur. Sa famille, d'ailleurs, mon beau-père dont je vous ai parlé, sa grand-mère et sa maman. C'est des gens qui m'ont accueilli les bras ouverts. Donc vraiment, je n'ai pas à me plaindre. Aujourd'hui, l'avocat a une avocate. Sa fille va bientôt prendre la relève. David pense que c'est une mission accomplie. Reste pour lui d'être plus fréquent au Sénégal, pays qu'il n'a jamais quitté, avec la complicité de sa dame. Parlons maintenant de la journée culturelle de l'école de police, une initiative de la 40e promotion des élèves de l'institution. Au programme, entre autres, une veillée culturelle, des hommes de tenue à l'œuvre. Voyons tout cela dans ce reportage de Moussa Mané.
Le flambeau ainsi allumé marque le début de la première édition de la veillée culturelle des élèves policiers, contrôleurs pénitentiaires et officiers. L'initiative est de la 40e promotion de l'École nationale de la police. C'est pour raffermir les liens entre les élèves de la 40e promo. Parce que, comme vous le savez, il y a différentes catégories ou bien différentes sections au niveau de l'École nationale de police. Pour la circonstance, les policiers, le temps d'une nuit, se sont constitués en groupes selon leur appartenance ethnique. D'abord, les Peuls. Ils ont revisité plusieurs facettes de leur culture. Contre le Rwanda, les Lions peuvent avoir la certitude d'être soutenus pour la reconquête d'un titre attendu par tout un peuple. Et la chère Dramé, les Lions rencontrent demain au Palais des Sports d'Abidjan pour les 8e de finale de l'Afrobasket 2013, le Rwanda. Ce sera à 17h30 sur la RTS1 et puis l'affiche de l'un des quarts de finale est déjà connue. La Côte d'Ivoire victorieuse du Burkina Faso rencontrera mercredi le Cameroun. Ce pays s'est qualifié en venant à bout du Mozambique 75-42. Toujours à propos de l'Afrobasket, le Maroc, première équipe à se qualifier à ces quarts de finale, au dépend donc de l'Algérie 86-81. Après prolongation, devra attendre la fin du match opposant l'Angola au Mali. Ce match est en train de se jouer au Palais des Sports d'Abidjan. L'Afrobasket, c'est également les Lions qui continuent leur préparation en vue donc de cette échéance prévue du 20 au 29 septembre prochain au Mozambique. Elles viennent d'entrer dans leur dernière phase de préparation. Le coach a mis l'accent sur les exercices physiques. Le but, travailler la vitesse. Salou Sek. Les 15 joueuses retenues par le coach Pamoussa Touré, seul Aminata Nar Diop n'a pas participé aux entraînements. Elle est blessée aux orteils. Elle a des problèmes au niveau des orteils, donc c'est pour cela que le médecin l'a mis au repos, mais elle reviendra bientôt dans le groupe. Après plusieurs jours de regroupement, les Lions viennent d'entamer leur dernière phase de préparation. Le coach compte mettre l'accent sur des exercices physiques. Objectif, travailler la vitesse et développer les muscles. Le basket est un jeu de vitesse, il faut aller vite au basket. Et donc si on veut aller vite, il faut développer ces muscles-là. Les muscles très inférieurs, avoir un bon gainage et surtout les muscles du bassin qui sont très difficiles et des fessiers qui sont très difficiles à muscler. Sur le plan du jeu, une évolution est notée. Les semaines de préparation ont porté leurs fruits. Toutefois, il reste beaucoup à faire. Depuis qu'on a joué contre l'équipe espagnole et l'équipe américaine, il y avait beaucoup à rectifier. Donc je pense qu'on est sur cette lancée. Donc l'équipe s'améliore de jour en jour et je pense que c'est l'essentiel. Le groupe est vraiment homogène, donc on travaille dans la discipline, on écoute les consignes des coachs, donc ça va. Pour le moment, ça se passe très bien. Ça reste beaucoup. On a acquis, on est en train de perfectionner. Maintenant, il va falloir, après le perfectionnement, essayer de stabiliser, c'est-à-dire jouer des matchs très difficiles pour voir si ce qu'on a fait, les filles ont compris ou pas. L'Afrobasket féminin est prévu du 20 au 29 septembre prochain. Les Lions sont logés dans la poule A en compagnie du pays hôte, le Mozambique, mais aussi de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, de l'Algérie et du Zimbabwe. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.